De la Bretagne au Roussillon, en passant par les volcans d'Auvergne, elles font partie du paysage et leur nombre augmente par centaines chaque année. Pour ou contre les éoliennes, la France est divisée, la bataille fait rage. D'un côté, les industriels, dont certains ont bâti des fortunes colossales, de l'autre, des riverains qui résistent. Élus sous pression, propriétaires harcelés, habitants inquiets et parfois démunis, l'enquête de Marianne Kerfrieden révèle des pratiques douteuses, bien loin de l'image vertueuse de l'énergie verte. Notre enquête commence en Languedoc-Roussillon, l'une des régions les plus vantées de France. En 2001, dans l'Aude, le petit village de Treilles est parmi les premiers à accueillir des éoliennes. 16 machines de 80 mètres de haut alimentent 30 000 foyers, sans émettre de gaz à effet de serre. Et si elles sont implantées ici, c'est avant tout grâce au maire. Vous avez le sentiment de faire un geste pour la planète? Oui, tout à fait. Et c'est pas qu'on a l'impression, on fait un geste pour la planète, parce que je préfère cette énergie-là au nucléaire. Un petit geste pour la planète, mais un grand pour le portefeuille de la commune. Les éoliennes sont exploitées par une société privée, Eolres. Ce promoteur anglais est le 4e acteur du secteur en France. Pour implanter ces machines à Treilles, il a dû convaincre le maire. Il faut dire que le promoteur avait des arguments. Laurence, s'il te plaît, peux-tu m'amener les documents comptables? Plus il y a d'éoliennes, et plus l'exploitant doit verser de taxes à la commune. Avec 16 machines, Treilles a touché le gros lot. La taxe professionnelle, c'était 287 000 francs, 287 240 francs. Avec l'arrivée des éoliennes, on passe à combien? On est passé à 225 000 euros. D'accord, donc là on parle plus de francs, on parle d'euros multipliés par 6, voilà. Aujourd'hui, on a un budget d'une commune plutôt de 1000 habitants que de 240 habitants, ça c'est clair. Le cœur historique du village a été restauré. Et 36 nouveaux logements ont été construits. Aujourd'hui, les habitants de Treilles bénissent ce vent lucratif qui a redonné vie à leur village moribond. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. 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 En 20 ans, le maire n'a jamais augmenté les impôts locaux. Et il a même réussi à créer des emplois. 11 personnes qui travaillent pour la commune. C'est des jeunes issus de Treilles. Sinon, vous seriez peut-être parti? Oui, bien sûr, sûrement. Je suis très contente de rester dans la commune et avoir un emploi à ma commune. Voilà. Donc ici, on dit vive les éoliennes, quoi. Ah oui. On dit vive monsieur le maire. Que se cache-t-il derrière ces champs d'éoliennes qui font désormais partie de notre paysage? Un marché de 3 milliards d'euros par an et dont l'essor ne fait que commencer. Aujourd'hui, les éoliennes produisent près de 4% de notre électricité. L'objectif est de 10% en 2020. La France compte 5000 éoliennes et leur nombre devrait tripler d'ici 5 ans. Ça rapporte, et puis deuxièmement, c'est à la mode. C'est ce qu'on appelle de l'écolo-business. Les promoteurs sont parfois prêts à tout pour implanter leurs éoliennes. On dit toujours les promoteurs éoliens sont des chercheurs d'or qui viennent chercher dans les villages pour eux s'enrichir. Moi je dirais aussi que ce sont des voleurs d'âme. Nous avons rencontré des riverains exaspérés par les nuisances de ces géants d'acier. Quand vous imaginez ce paysage sans rien et maintenant vous avez ça, c'est vraiment moche, ça gâche complètement le paysage. De plus en plus, des associations se mobilisent contre les éoliennes. On ne lâchera rien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'industrie des aérogénérateurs en France. Pourquoi l'État a-t-il décidé de subventionner généreusement ce secteur? Pour le contribuable français, c'est une gigantesque arnaque. À qui profitent les éoliennes? La Ramière, dans le Lot, une commune de 340 habitants. Ici, quelques moulins à vent, mais aucune éolienne à l'horizon. Pourtant, il y a 2 ans,
Un projet a semé la zizanie dans le village. À quelques kilomètres de là, dans cette jolie demeure du Moyen-Âge, vit un irréductible opposant aux éoliennes. Fin 2012, Claude Caprini apprend par hasard l'existence d'un projet de 12 éoliennes en face de chez lui. Vous en avez à la ligne d'horizon, sur le plan d'implantation. Il n'est pas si loin que ça, hein. Ça doit être à 1,5 km, 2 km. C'est un scandale environnemental, vous vous rendez compte. 180 mètres de haut, ça se voit à 30 km, ça pourrit un environnement. Claude Caprini nous emmène jusqu'au terrain en question. Au total, 550 hectares de champs et de bois. Voilà, les éoliennes, c'est là, en face, de partout. De la gauche jusqu'à droite, 500 mètres, 500 mètres. L'opposant apprend que le promoteur envisage de louer ces terrains à leurs propriétaires. Qui sont-ils? Pour le savoir, Claude Caprini engage un géomètre. Ce qu'il découvre le scandalise. Il s'est avéré que 6 élus étaient propriétaires, directement ou indirectement, dans la zone d'implantation. Ici en vert, la zone d'implantation du projet éolien. En rouge, les terrains appartenant aux élus ou à leurs proches. 6 membres du conseil municipal, dont la maire du village. Le problème, c'est que ces élus ont tous voté en faveur de ce projet. Un membre du conseil municipal qui a un intérêt direct dans un projet n'a pas le droit de participer au vote. Il doit même sortir de la salle. Et les 6 élus ont tous voté à l'unanimité tous les conseils municipaux relatifs à l'implantation des éoliennes. Les seigneurs du coin, les petits seigneurs du coin, intouchables. À l'époque, Claude Caprini a un allié au conseil municipal de la Ramière. Robert Ferret. Salut Robert. Alors, salut Claude, comment vas-tu? Salut Claude. Ça va? Ça peut aller, hein? Alors, Ouais. mais toi, ça va. Oui. Robert, ça a été vraiment un allié de choix. Absolument. Pourquoi? Le seul élu opposant. En janvier 2013, Robert Ferret envoie ce courrier aux élus pour les alerter sur les risques encourus si la justice venait à s'en mêler. Madame le maire a lu ce courrier et quand elle a terminé, en s'adressant aux élus, elle a dit alors qu'est-ce qu'on fait? On continue ou on arrête la procédure? Et alors tous, ils ont été d'accord pour continuer le projet. Donc ils ne pouvaient pas dire qu'ils n'étaient pas prévenus. En juin 2013, en pleine discorde, les élus organisent un référendum pour ou contre les éoliennes. Le non l'emporte à 52%. Le projet est abandonné. Mais Claude Caprini n'enterre pas la hache de guerre et porte plainte contre les élus. Le 23 octobre 2014, les élus de la Ramière comparaissent devant le tribunal de Cahors. Dans son réquisitoire, le procureur a parlé de négligence et de bricolage et requis des peines. Les 6 élus sont condamnés à des amendes allant de 1 500 à 3 000 euros. Après 1h30 de délibéré. 4 mois après le jugement, le sujet est encore sensible à la Ramière. Bonjour. Mais nous, on a un peu de retard. Les élus condamnés acceptent de nous rencontrer, mais hésitent encore à être filmés. Nous tournons discrètement. Et que lui, du coup, ne pouvait pas... Au bout d'1 heure de discussion, ils sont d'accord pour une interview, mais à une condition, s'exprimer tous ensemble. Aux commandes de la mairie depuis 14 ans, Valérie Boulepiquante est la première à prendre la parole. Franchement, quand on a pris les premières délibérations, enfin, on n'y a pas pensé, quoi, vraiment, qu'il pouvait y avoir prise illégale d'intérêt. Vraiment, c'était un projet, moi, virtuel pour moi. Voilà, virtuel. Pas si virtuel que ça. Comme le montrent ces documents, 2 élus ont signé des promesses de bail. En clair, si les éoliennes avaient vu le jour, ils auraient touché 2 500 euros par mégawatt, soit au minimum 5 000 euros par éolienne et par an. Et c'est pour l'indemnité que vous signez ou c'est pour l'environnement? Pas que.
Pas que, il y a une indemnité bien sûr, mais l'environnement, une fois que l'étude est finie, que le projet est terminé, d'ici 10-15 ans, si un jour il y a des éoliennes, pourquoi pas moi? Réponse embarrassée de l'élu. Pour sa défense, il dit s'en être remis au promoteur pour prendre sa décision. Moi, je les ai interrogés quand même. Quand même. Pour dire, si à titre d'élu, le prince de Bas, il risquait pas justement, d'entraîner une prise illégale d'intérêt. Et la réponse, bien évidemment, c'est qu'il n'y a aucun risque. Ben, je pense que moi, quand même, ils ont une équipe de juristes, hein, et ils doivent être quand même plus au point que nous sur les lois. Donc, à un moment donné, je pense qu'ils auraient dû clairement nous dire les choses, quoi. Le promoteur a-t-il volontairement minimisé les risques pour faire aboutir son projet? Dans ses bureaux bordelais, un directeur d'Eolres nous reçoit. Bonjour. Bonjour. Marine Cafrélin. Philippe Etienne. Merci de nous recevoir. Il confirme que les élus de la Ramière lui ont bien demandé conseil. Il est évident qu'on dit aux élus qu'il faut qu'ils fassent attention à la prise illégale d'intérêt. Et on a même, depuis peu, pris la décision de leur envoyer un courrier recommandé à chacun en leur disant « voilà à quoi vous vous exposez ». Après, vous délibérez ou pas, mais je veux dire, c'est pas nous, hein, c'est pas nous qui avons été condamnés, ce sont les élus. Hein. Nous, on a été vraiment, je vous avoue, assez surpris par la sévérité du jugement. Vous continuez à faire signer des promesses de bail à des élus? Ah oui, faire signer des promesses à des élus, bien sûr. Ben, si vous avez des terrains où il y a quasiment que les élus qui ont des terrains, enfin c'est possible dans des petites communes. Vous faites quoi? Vous faites plus de projets éoliens? Depuis 2011, 11 élus ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt. Dans ces affaires, les promoteurs, eux, n'ont jamais été inquiétés. Ils sont pourtant dans le collimateur des anti-éoliens. Un lobby très bien organisé. À sa tête, 2 fédérations, la FED, Fédération Environnement Durable, et Vent de Colère. Elles prétendent regrouper 1000 associations locales, réparties sur tout le territoire. Pour elles, l'invasion des éoliennes est un fléau qui défigure le paysage. Parmi leurs soutiens, de fervents partisans du nucléaire, comme l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est une agression du paysage. Et comme nous n'en avons pas besoin, parce que nous sommes un pays qui produit déjà beaucoup d'électricité, cette agression, il faut quand même essayer de la limiter. La FED s'appuie aussi sur un réseau européen, véritable outil de propagande sur le net. Il diffuse des vidéos anxiogènes de turbines qui explosent et d'oiseaux massacrés par les pales. Des riverains autrichiens se révoltent contre ces géants d'acier dans un clip de rap. Enfin, ce film turc prétend que les éoliennes menacent toute l'économie d'une région. Yalıkavak'ın Geriş köyüne kurulacak olan rüzgar enerji santralinin turizmi ve ticari alanları baltalaması da kaçınılmazdır. En France, Fabien Bouglet est l'une des figures du mouvement anti-éolien. Il est aussi élu sous la bannière Versailles Famille Avenir, un mouvement né de la mobilisation contre le mariage gay. Comme Claude Caprini dans le Lot, sa croisade a commencé à cause d'un projet éolien près de son manoir en Normandie. C'était en 2009. Lorsqu'on devient anti-éolien, on ne le devient pas par hasard. On est d'abord, on s'aperçoit qu'il va y avoir un projet d'éolienne à proximité de sa maison. On commence à enquêter, on s'associe avec les fédérations anti-éoliennes, on s'informe et puis progressivement on étudie les dossiers. J'ai acquis une compétence que je veux redistribuer à mes camarades et à mes concitoyens. Juriste de formation, Fabien Bouglet s'est investi d'une mission. Former la résistance à l'éolien. Salut Sylvain. Bonjour Fabien. Tu vas bien? Bien toi? Très bien. Aujourd'hui, il rencontre un militant anti-éolien en Lorraine.
Ensemble, ils se rendent dans son village, riche d'histoire. On va arriver sur ce qu'on appelle les champs de bataille de la Grande Guerre, 14-18, c'est-à-dire champs de bataille de Verdun. Depuis des mois, Sylvain Coin se bat contre un projet qui le révolte. Des éoliennes à 200 mètres d'un cimetière de la Grande Guerre. Comme tu t'en rends compte, là, on est vraiment sur un lieu de mémoire. Voilà. Il y a combien de tombes là? 6661 sépultures. Donc automatiquement, les éoliennes... C'est au pied quoi. C'est au pied. Ouais, c'est fou. En novembre dernier, Sylvain Coin a remporté une première victoire. La préfète de la Meuse, qui délivre le permis de construire des éoliennes, a rejeté la demande du promoteur. Considérant que plusieurs sites mémoriels liés au champ de bataille de Verdun se situent en covisibilité partielle avec le parc éolien envisagé, le permis de construire est refusé. Une décision contestée par le promoteur devant la justice. En attendant, les anti-éoliens restent mobilisés. Oui, surtout que comme il n'y a pas de parc dans le secteur, il est où le respect? Qui est respectueux là? Qui veut imposer quelque chose qui n'est pas voulu et désiré même par les plus hautes autorités? Pour Fabien Bouglet, ce combat, c'est celui de David contre Goliath. L'important dans le combat, ce n'est pas d'être très nombreux, c'est d'être très efficace. C'est un peu comme les snipers, il faut savoir tirer au bon endroit et au bon moment. Comme nos poilus se sont battus, eh ben, nous sommes les poilus de l'anti-éolien et nous espérons bien que la victoire sera bientôt au rendez-vous. Et pour assurer la victoire, Fabien Bouglet a rendez-vous avec les troupes de 2 associations locales. Elles ont porté plainte contre 4 élus de 2 communes pour prise illégale d'intérêt. Bonjour. Bonjour, Fabien Bouglet. Enchanté. Le juriste suit leur dossier gratuitement. En voici une autre. Donc déjà, 16 janvier, c'est 2012, donc c'est pas prescrit. Donc ça, vous avez porté plainte. Oui, Très bien. Mais là, vous lui avez pas mis les numéros de parcelle. Non, je crois pas. Et il faut leur mâcher le travail. Hein. Monsieur X, maire du village. Une aide précieuse pour les militants. Défendre nos intérêts, on est capable de les défendre en s'exprimant en disant on veut pas d'éoliennes parce que ça tue des oiseaux. C'est un peu léger. On a besoin d'outils, et d'outils sérieux. Des outils exposés dans ce manuel de la Fédération Environnement Durable, la Bible des anti-éoliens. Elle explique comment mobiliser la population ou comment aller en justice. Dans ce guide du parfait anti-éolien, on trouve même des conseils surprenants. Lors d'une réunion publique, procurez-vous un vidéoprojecteur, un ampli et des micros qui fonctionnent. Nouez de bonnes relations avec le représentant local des renseignements généraux. Objectif affiché de la Fed, quadriller tout le pays. Le combat anti-éolien, c'est un combat de communication, c'est un combat de lobbying, c'est un combat juridique et c'est un combat de relations humaines. Donc en fait, il faut bien qu'on explique comment on rédige un tract, mais aussi en fait comment on va faire passer des messages à la préfecture et nouer de bonnes relations avec les autorités, qu'elles soient renseignements généraux ou gendarmerie nationale. Bien ça permet de faire passer des messages, par exemple d'un mécontentement. Il faut savoir qu'en fait on a en face de nous des multinationales, qui ont des directeurs de la communication, qui ont des directeurs juridiques. On ne lâchera rien jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'industrie des aérogénérateurs en France. Il est rare que la justice décide du démantèlement d'éoliennes. C'est arrivé seulement 2 fois, pour nuisance. Les nuisances, c'est l'argument majeur des anti-éoliens. Mais quelles sont-elles réellement? Pour le savoir, nous nous rendons à Villers-le-Sec, en Picardie. La région compte le plus d'éoliennes, derrière la Champagne-Ardenne. Il y a 10 ans, Florence Peter s'emménage avec son mari et ses enfants dans cette ancienne ferme, qu'elle restaure entièrement.
Mais en 2009, juste en face de chez elle, elle voit sortir de terre les machines, comme elle les appelle. Voilà, ici je crois que vous avez une superbe vue panoramique. Donc voilà, 1, 2, 3 là, 4, 7, 8 dans le fond. Moi j'appelle ça un encerclement. Ça gâche complètement le paysage. Mais vous savez qu'il y a des gens qui trouvent ça beau. Moi j'invite les personnes qui trouvent ça beau à venir à la maison et puis on peut en discuter et puis on va voir si... est-ce qu'elles loueraient un gîte par exemple à côté des éoliennes? Est-ce que ces personnes qui trouvent ça beau vont acheter une maison à côté des éoliennes? C'est une forme de pollution. Pollution sonore aussi, selon Florence. Ça va être de temps en temps un espèce de ronron permanent, ou bien vous allez entendre énormément les pales qui vont faire comme un ouf, comme ça, et là vous entendez. En fait, c'est ce fond, ça ne s'arrête pas. Enfin, Florence craint que sa propriété ne soit dépréciée à cause de ses voisins d'acier. Deux jugements récents ont estimé que des maisons avaient perdu 10 à 20% de leur valeur avec l'arrivée des éoliennes. Aujourd'hui, les arguments des anti-éoliens ont trouvé un écho chez les politiques. Au Sénat, Jean Germain, décédé brutalement il y a un mois, était leur porte-voix. Je viens de le recevoir à l'instant. Donc si vous voulez, ça ne s'invente pas ce genre de choses. Tous les jours, il recevait des dizaines de messages d'opposants aux éoliennes. J'en reçois tellement. En militant assumer de ce type d'énergie, je ne pensais absolument pas devoir faire face à une nuisance réelle et quasi permanente. Ou si l'on veut que les éoliennes se développent et soient progressivement acceptées par les riverains, on ne peut laisser faire n'importe quoi. Il est 1h du matin. De nombreux sénateurs assistent au débat sur la loi de transition énergétique. Et précisément ce soir-là, sur les éoliennes. Imaginez la moitié de la hauteur de la Tour Eiffel à 500 mètres d'une habitation et venez voir si vous accepteriez d'habiter là où sont ces éoliennes. Ce jour-là, Jean Germain défend un amendement crucial pour les anti-éoliens. Le doublement de la distance entre les éoliennes et les habitations. De 500 mètres à 1000 mètres. Vous avez des braves gens qui n'ont rien demandé, qui respectent la loi, et qui disent simplement, nous, au fur et à mesure que ces éoliennes géantes viennent, c'est invivable à côté. Alors ces gens-là, on va leur dire, au nom de l'intérêt général, de vous circuler, il n'a rien à voir. Je pense que c'est pas normal. La ministre Ségolène Royal est restée dans l'hémicycle pour défendre sa loi et barrer la route de l'amendement. Je pense que ce serait regrettable de se précipiter dans des nouvelles normes. En plus, si on allait jusqu'à 1,5 km, on tue l'éolien, il faut dire les choses comme elles sont. Qui est pour cet amendement? La proposition de Jean Germain est adoptée par le Sénat, mais elle doit passer en mai devant l'Assemblée nationale. Les industriels affirment que cet amendement les priverait de 85% du territoire français. Les terres encore disponibles se font rares. Pour preuve, la concurrence féroce que se livrent les promoteurs. Certains ont même recours à des méthodes discutables. À Blaincourt-Pressoir, en Picardie. En 2009, Maya Eolis, filiale de GDF Suez, implante 5 éoliennes sur la commune. Pour convaincre le maire, la société met en avant les retombées fiscales et aussi d'autres avantages. Donc là ici, vous avez l'arrêt de bus pour les enfants qui prennent le car pour aller à l'école. Et puis en même temps, cette clôture a été refaite et on va faire un trottoir là tout le long de la route pour que ce soit moins dangereux pour les enfants qui viennent prendre le bus ici à l'arrêt de bus. C'est les éoliennes qui financent les travaux. Accompagné de l'entrepreneur du village, le maire nous dévoile avec fierté l'une des dernières réalisations. Ici, vous avez l'ancien terrain de boules, qui était tout petit. Hein, et maintenant, on a le nouveau terrain de boules qui fait tout ça. Un beau terrain de boules. Un promoteur qui offre à un village un terrain de pétanque tout neuf. Pour le maire, rien de surprenant. Il s'agit de mesures visant à compenser l'impact négatif des éoliennes sur l'environnement.
C'est en tout cas ce que Maya Eolis lui a affirmé. C'est une certaine somme allouée pour l'amélioration du village. La vie des habitants, avec des arbustes comme ça partout, c'est quand même plus gai que d'avoir rien du tout, quoi. Du coup, ça rapporte pas mal. Oui. C'est pour ça qu'on en met. Maya Eolis a directement financé 30 000 € de travaux dans la commune. Un joli cadeau pour la mairie. Là, je vais vous montrer le dernier devis des mesures compensatoires. Montrez-nous là. Ça, c'est pour quels travaux? Les travaux sur le trottoir qu'on va faire le long de la départementale, qui s'élève à 6 120 € TTC. Et vous avez les factures des autres travaux qui ont été faits à nous montrer? Non, on n'a pas de facture, c'est Maya qui a les factures. Ceux qui payent, ceux qui ont les factures. D'accord. Nous, on a que les devis, c'est tout. D'accord. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment quand même un peu qu'ils essayent de vous acheter avec ces mesures compensatoires? C'est possible, hein. C'est possible. C'est pour que les gens, en mettant de l'argent comme ça, personne dit rien. Mais ces mesures dites compensatoires sont-elles encadrées par la loi? Nous montrons des extraits de notre reportage à un juriste. Donc ici vous avez l'ancien terrain de boule qui était tout petit. Et maintenant, on a le nouveau terrain de boule qui fait tout ça. Formidable. Première réaction, c'est qu'on peut se réjouir quand même pour les enfants du village et pour les boulistes que des éoliennes soient implantées à proximité de chez eux. Ça rend sans doute les projets plus acceptables. Alors après, dans le reportage, on nous parle de mesures compensatoires. Alors moi, je n'ai pas vu dans ces mesures la moindre compensation. Alors là, sauf à ce qu'un terrain de pétanque ait été détruit par l'implantation des éoliennes et qu'on en construise un autre équivalent, sauf cette hypothèse-là, sinon on n'est pas dans des mesures ici compensatoires. Maya Eolis n'a pas répondu à nos demandes d'interview. En 2013, un texte du ministère de l'écologie est venu préciser le contenu de ces mesures. Depuis, financer un terrain de pétanque au nom de l'écologie n'est plus possible. Pour gagner du terrain, les promoteurs peuvent se montrer très offensifs. Mais dans ces petites communes rurales, rares sont ceux qui ont accepté de parler devant notre caméra. Finalement, en Picardie, au royaume des éoliennes, un couple d'agriculteurs est d'accord pour témoigner, après plusieurs semaines de réflexion. À Voulpé, Daniel et Chantal Henrel sont à la tête d'une ferme de 115 hectares. En 12 ans, ils ont vu défiler les promoteurs. Dans la semaine, j'avais eu plusieurs coups de fil. À la fin, j'en avais marre, c'est vrai. Et je lui dis, ça devient du harcèlement. Mais il dit, on veut vous rencontrer. Bon, si ce n'est que ça, vous nous rencontrez, donc on fixe le rendez-vous. Et quand ils sont arrivés, ils étaient 3, dont un comptable, ils nous ont dit. Avec le protocole d'accord, toujours prêt à signer. Leur partie à eux était déjà signée, il n'y avait plus que notre signature à apporter. Ils sont repartis bredouilles. Malgré les refus du couple, d'autres commerciaux insistent. On a eu aussi un promoteur qui passait pendant midi pour récolter des signatures, ou qui venait le soir à 9h, 9h30. Sans prévenir. Sans prévenir. On a rencontré des méthodes on ne peut pas accepter. C'est toujours une pression. Je ne comprends pas qu'on insiste d'une telle façon. Quand on dit non, c'est tout. Je ne vois pas pourquoi on essaie de forcer les gens à signer, quoi. Daniel et Chantal Henrel ont résisté aux assauts des promoteurs. Mais d'autres ont fini par céder. Comme Charles Bruder. En 2007, l'agriculteur accepte de louer une partie de ses terres à Éolres pour y accueillir 2 éoliennes. Là, on est sur le point le plus haut de la commune, où on va avoir les 3 éoliennes. Là. Il y en a 2 qui me concernent et une qui concerne mon voisin un peu plus bas. Alors, au début, ils sont arrivés me voir en me disant ouais, est-ce que vous voulez des éoliennes? On en met dans la commune, etc. Oh, dis-moi, ça
tente pas trop, je trouve ça pas très joli, c'est un peu une pollution visuelle. Et alors il me parle un peu du prix, autour de 6 000 € par éolienne, donc bon ben c'est tout, on en reste là, puis ils reviennent encore une fois à la charge, en me disant mais si vous les prenez pas, d'autres vont les prendre. Vous allez avoir les nuisances et puis pas le bénéfice d'avoir les éoliennes chez vous. Alors, je voulais pas être non plus l'empêcheur de tourner en rond, quoi. J'ai fini par accepter sans bien analyser cette promesse de bail, en fait. Avant de signer, Charles Bruder se met d'accord avec le promoteur sur l'emplacement des éoliennes et leur chemin d'accès. Mais 2 ans plus tard, l'agriculteur découvre que le plan a changé. Et personne ne lui a demandé son avis. C'est pas normal du tout, c'est malhonnête, quoi. Ils se croient en terrain conquis, quoi. Complètement, hein. Parce qu'on a signé 2 promesses de bail, après ils ont le droit de te faire ce qu'ils veulent, ça va pas du tout, ça. Pourtant, le promoteur est dans son droit. Dans la promesse de bail signée par Charles Bruder, il est écrit noir sur blanc que l'emplacement précis des éoliennes et de tous les équipements et servitudes ne sont pas déterminés. Ce point avait échappé à l'agriculteur. On n'a pas la formation pour analyser des promesses de baux, on n'a pas la formation juridique pour analyser ça, quoi. Mais pour nous, chez nous, une parole, c'est une parole, et quand on revient sur sa parole, ça, c'est pas admissible, quoi. Le promoteur a-t-il abusé de l'ignorance de l'agriculteur? Nous retournons à Bordeaux, dans les bureaux d'Eolres. Le directeur reconnaît un raté dans la négociation. Il y a effectivement des fois un quiproquo entre ce qui est écrit dans le document et ce qui a été dit oralement, où l'oral finalement pour certaines personnes a au moins autant d'importance que l'écrit, et peut-être l'information orale à un moment donné se perd. En tout cas c'est pas volontaire parce qu'on a, comme je vous dis, aucun intérêt à le faire. On a besoin vraiment d'avoir jusqu'au bout l'accord des propriétaires, des exploitants. L'agriculteur avait alerté le préfet, qui a finalement rejeté le permis de construire. Il n'y aura donc pas d'éolienne chez Charles Bruder. Mais résister au promoteur peut coûter très cher. Brigitte Simoens possède 17 hectares de terres agricoles en Picardie. En 2007, elle signe une promesse de bail avec la société Volkswind. À l'époque, il y a très peu d'éoliennes dans la région. Et la propriétaire est sensible au discours du promoteur. C'est les arguments d'un commercial, hein, et puis le côté financier, c'est avantageux pour vous, c'est avantageux pour le fermier, il n'y a aucun risque d'un côté comme de l'autre, nous prenons tout en charge et nous gérons tout, vous recevez le chèque à la fin de l'année, quoi, en gros c'est ça. C'était de l'argent qui tombait du ciel tous les ans et puis c'est tout. La promesse de bail est signée. Mais en 2009, un parc est construit à 30 km de chez elle. Pour la première fois, Brigitte Simoens voit des éoliennes de près. 12 géants d'acier de 130 mètres de haut. Bon, ben voilà, alors on est au pied d'une des magnifiques éoliennes du parc de Louvre-Chy, que je trouve particulièrement menaçante. Alors j'ai trouvé que vraiment là c'était l'exemple à ne pas suivre. Et à partir du moment où j'ai constaté que l'ampleur du dégât ici, j'ai dit que jamais je ne ferai quoi que ce soit pour que ce même type d'éolienne s'installe à Rugny. J'ai décidé de ne pas donner suite au projet. C'est là que ses ennuis judiciaires commencent. Brigitte Simoens refuse alors de signer le bail définitif. Elle reçoit d'abord des courriers recommandés des avocats de Volkswind et prend elle-même un avocat. Bonjour, Cognat. La société d'éoliennes veut trouver un arrangement. Ils essaient de m'amadouer dans un premier temps, avec une proposition financière, comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, voyant que ça ne marche pas, eh ben, ils passent à la procédure avec l'huissier, avec des sommations, avec matériel traditionnel de la justice, quoi. C'est dur moralement. Ça empêche pas mal de dormir.
Brigitte Simoens refuse de transiger. Et en 2013, Volkswind l'assigne devant le tribunal. La société lui réclame 1 million d'euros de dommages et intérêts. Brigitte Simoens est sous le choc. J'ai une espèce de vide qui se fait en moi. Je dis c'est pas possible, ils sont fous. Je regarde, je dis non, c'est bien la somme. Quand on vous assigne devant le tribunal et qu'on vous dit que si vous ne signez pas dans les 8 jours, vous encourez éventuellement une peine de plus de 1 million d'euros, c'est quand même surréaliste. Pour son avocat, le promoteur cherche avant tout à intimider sa cliente. Je vais réclamer des montants hallucinants pour faire peur aux particuliers et pour pouvoir emporter et faire une négociation, ce qui se passe dans 90% des cas. Il y a un côté punitif. Il y a un côté où vous ne rentrez pas dans le rang, voilà, ça va être la punition. Volkswind a refusé notre demande d'interview. Mais nous avons enregistré la conversation téléphonique à leur insu. L'avocat de Madame Simoens parle de tentative d'intimidation. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, pas du tout. Je pense pas que ça ressemble à une tentative d'intimidation. C'est pas le genre de notre société, c'est pas le genre non plus de la filière. Quand on a une personne qui s'engage dans un contrat et qui ne le respecte pas, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences. On est en train de parler d'une perte de production d'énergie pendant 20 ans. C'est pour ça qu'on en arrive à des montants comme ça. Devant notre insistance à obtenir une interview, la société décide enfin de nous répondre officiellement par un courrier de son avocat. Le refus inexpliqué de Madame Simoens vient mettre à mal toute la réalisation du projet de parc éolien. Ce préjudice a été exactement évalué, chiffré et justifié en prenant en compte le montant des frais engagés en vain, 385 000 €, et la perte des gains attendus sur toute la durée de vie du parc éolien. Un préjudice calculé selon la société pour une seule éolienne. En décembre 2013, la justice a donné raison à Brigitte Simoens et a condamné la société à lui verser 2 500 € pour ses frais de justice. Le promoteur a fait appel du jugement.